Started. Alors, vous l'avez parfaitement compris, hein. Vous êtes donc revenu donc un peu du temps. Je vous le dis honnêtement, parce que nous avons fait la consultation. La consultation, parce qu'il faut que tout le monde est dans ce bureau. Nous n'allons pas faire d'exclusion. Nous allons recueillir les informations qu'il faut. Nous allons écouter. Nous allons accepter aussi les critiques que les autres vont faire avant de constituer un bureau consensuel. Vous avez vu la composition de la CEI. Toute la Côte d'Ivoire était représentée dans la composition de la CEI. Donc, à tous les niveaux où nous sommes, quelles que soient les contraintes que nous aurons, nous allons tout mettre en œuvre pour avoir un bureau consensuel. Et je vous le dis, le travail ne s'arrête pas seulement à New York City. L'Union des Ivoiriens de New York s'étend sur l'État de New York. Vous voyez les États, les villes environnantes, telles que Poughkeepsie, New Rochelle et autres. Donc nous allons consulter même nos frères qui sont dans les contrées. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de prôner partout où vous allez le message de l'Union. Ce soir, c'est vrai, c'est une élection. Il fallait un président élu. Mais le président que je suis n'est rien si nous ne travaillons pas, si nous ne nous donnons pas la main pour que cette union-là soit profitable à la communauté ivoirienne. Il n'y a pas d'Ivoirien du Nord, il n'y a pas d'Ivoirien du Sud, il n'y a pas d'Ivoirien de l'Ouest, il n'y a pas d'Ivoirien de l'Est. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Un point, c'est tout. C'est dans cette optique que nous allons travailler. Nous avons des compétences à tous les niveaux. Donc chacun doit s'impliquer pour que cette union-là soit réelle. Nous n'allons pas faire une union de façade. Je vous demande pardon et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Voilà, c'était donc des propos plein d'espoir donc du président élu il y a 2 ans, disons 2 années à peu près et demie. C'était donc en mai 2000, je crois, c'est ça, nous sommes en mai 2012, voilà. Ça fait pratiquement, disons, 18 mois qu'il est donc à la tête donc de l'Union des Ivoiriens donc de New York. Il s'agit donc de M. Karamoko Fofana, qui est donc candidat donc à sa propre succession, voilà. Hier, nous avions donc eu donc son concurrent, son adversaire, voilà. C'est donc M. Ismaël Cissé, qui nous a parlé un peu donc de son programme, qui était donc élu, à la tête donc de l'Union, par rapport donc au travail donc tout le monde. Alors par rapport donc au travail de cette équipe, il a pensé que le travail était du tour satisfait. Alors aujourd'hui, nous avons donc le président donc de l'Union de New York, M. Karamoko Fofana. M. Karamoko Fofana, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, M. Jacques Roger, comment allez-vous? Voilà, ça va très bien. Avant donc de commencer notre émission, je veux d'abord, au départ, je vous donne la possibilité de vous présenter certainement aux auditeurs. Au milieu, vous permet certainement de vous adresser donc aux auditeurs qui vous écoutent, et à la fin, votre mot de fin. Nous allons aller donc rapidement. Monsieur Karamoko Fofana, présentez-vous un espace peut-être de 2 ou 3 petites minutes. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Voilà. Ok, merci Monsieur Jacques Roger. Je me nomme Fofana Karamoko. Je suis né à Mans, grandi à Mans. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Mans, université à Abidjan. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis titulaire d'un associate en banque, un bachelor en finance
et un master en management. Et depuis 2012, je suis le premier président de l'Union des Ivoiriens de New York, mis sur pied. Et la responsabilité qui m'a été confiée de 2012 jusqu'à ce jour, je pense que je l'ai assumé pleinement avec une équipe dynamique. Aujourd'hui, mon mandat est terminé et nous allons pour un second mandat, juste pour achever le beau travail que nous avons commencé. Beaucoup a été fait et il reste encore à faire. Donc, ce qui m'amène à demander un second mandat auprès de la communauté ivoirienne pour terminer le travail que la communauté m'a confié. Voilà, merci beaucoup tout à l'heure. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous aviez dit que beaucoup a été fait, hein, et c'est pourquoi vous demandez donc un second mandat. Alors, dites-nous, hein, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain? Bon, d'accord, je crois que mon programme était en 3 plans. 3 plans, il y avait un programme de court terme, moyen terme et long terme. Le court terme, il s'agissait de l'immigration, de la santé, du logement. Le moyen terme, certains aspects de l'immigration étaient compris. Il y a les manifestations que nous devions organiser. Et en long terme, il s'agissait de conclure avec l'unification dont nous nous sommes, l'unification des Ivoiriens, c'est-à-dire l'union des Ivoiriens dont nous nous sommes imposés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que nous avions réussi à réconcilier les Ivoiriens, à unifier les Ivoiriens autour d'un idéal qui se nomme l'Union des Ivoiriens de New York. Aujourd'hui, au niveau de la santé, un travail énorme a été fait parce que avec l'aide de l'UNI, la communauté ivoirienne a pu avoir des services de santé gratuits, notamment avec Martin Luther King Medical Center, avec African Service et avec Sloan Kettering Center. Ces services médicaux vous offrent des traitements gratuits. Et si, par malheur, la maladie dont vous souffrez dépasse les compétences, il y a des hôpitaux plus aguerris pour venir en aide aux patients. Prenons un exemple. Si vous allez, par exemple, à Martin Luther King et que la maladie dépasse les compétences, il vous transfère à Bronx Lebanon Hospital. Si vous allez à African Services, si la maladie dépasse les compétences, ils vous conduisent à Mount Sinai Hospital. Si vous allez à Sloan Kettering Center, la maladie dépasse les compétences, ils vous envoient directement à New York Presbyterian Hospital. Ce qui est déjà un pas très important. Ensuite, au niveau de l'immigration, nous avons pu avoir 2 avocats au service de la communauté ivoirienne, quel que soit le cas. Il s'agit de réfugiés, un cas de mariage ou un cas de déportation. L'avocat, la consultation est gratuite et les frais sont réduits en fonction du travail auquel ils sont confrontés. Vous savez qu'au niveau de l'immigration, les services diffèrent et les frais sont faits en fonction. Mais une fois que vous êtes Ivoirien, vous êtes membre de l'Union des Ivoiriens, vous avez une réduction. Au niveau de l'immobilier, nous avions pris connaissance avec une société de construction en Côte d'Ivoire en rapport avec le ministère de la Construction. Et aujourd'hui, beaucoup de nos frères, je dis bien beaucoup de nos frères, ont eu accès au programme présidentiel. Beaucoup auront d'ici, n'est-ce pas, peu, une maison, soit de haut standing, ou de standing, ou économique,
selon leur propre choix. Au niveau de la culture, nous avions fait la promotion de la culture ivoirienne, notamment avec l'organisation de la semaine culturelle organisée par le sénateur Bill Perkins. Notre première participation, nous avions été deuxième, et notre deuxième participation, nous avions été premiers. Donc, et nous avions été primés par M. Bill Perkins. Au niveau de notre indépendance, pour la première fois à New York, les Ivoiriens se retrouvent pour célébrer la fête nationale de l'indépendance. Et grâce à l'UNI, cela a été fait. Et chaque année, chaque fin du mois, chaque année, dans le mois de décembre, depuis que nous sommes au pouvoir, nous organisons une fête où les Ivoiriens se retrouvent pour terminer l'année en beauté. Voici en quelques points ce qui a été fait. Certainement, avec les questions des uns et des autres, nous allons rentrer en détail pour donner encore plus de clarification. Oui, après certainement bientôt 18 mois, hein, quel constat vous faites pratiquement un peu donc sur le terrain? Vous aviez dit au moment où vous aviez été élu, hein, il y avait à peu près 1000 Ivoiriens qui ont participé donc à ces élections. Aujourd'hui, hein, combien de membres actifs hein, vous avez, hein, M. Fofana? Bien, je pense que nous avions à peu près 400 membres actifs. 400 membres actifs. Ce que je voudrais vous dire, M. Jacques Roger, c'est que mon mandat était de 2 ans, mais nous avions travaillé pratiquement 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois. Pourquoi 1 an, 6 mois? Parce que le bureau que nous avions mis en place, nous avions voulu que le bureau soit un bureau représentatif. Un bureau qui regroupe toutes les sensibilités ivoiriennes, toutes les régions et tous les partis politiques. Aujourd'hui, nous avons au sein du bureau des Ivoiriens de toute la sphère géographique de la Côte d'Ivoire. Nous avons au sein du bureau tous les partis politiques qui sont représentés. Certes, nous ne faisons pas de la politique, mais je crois qu'ils ont leur mot à dire quand il s'agit de l'organisation de la communauté ivoirienne. Également, nous avions commencé avec un déficit de presque $2500 qu'il fallait obligatoirement rembourser au bureau de la coordination. Et Dieu merci, ça a été chose faite. Donc nous sommes fiers de ce que nous avons posé comme acte depuis notre élection jusqu'à ce jour. Oui, mais justement, certaines personnes disent que à ce niveau, hein, vous n'avez pas été assez efficace hein, sur pratiquement 11 000 Ivoiriens qui résident dans le Big Apple et à peu près 1000 personnes qui sont allées voter. Vous avez dit aujourd'hui que vous aviez donc à peu près 400 membres. Est-ce que de ce côté, hein, vous ne pensez pas que vous n'avez pas tellement réussi la mission? Non, nous avions réussi. Je le dis, nous avions réussi et je le dis avec fierté, avec insistance. Nous avions réussi parce que, comme je venais de le dire, il fallait d'abord un bureau consensuel, un bureau qui regroupait l'identité ivoirienne. Donc, vous saviez que la Côte d'Ivoire a traversé une crise profonde. Donc, il y avait de la rétention. Il fallait, à tout moment, il fallait négocier et trouver les hommes qu'il faut afin que le bureau ne soit pas taxé d'un bureau sectaire. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est représentée. Ensuite, le bureau, comme je viens de vous le dire, le bureau a commencé avec un déficit de $2500. Donc, les membres du bureau, je dis bien les membres du bureau, ont cotisé et grâce à la générosité d'un de nos membres qui a engagé sa carte de crédit, nous avions pu avoir une machine, un ordinateur, un appareil photo dont le coût s'élève à $4000. Bon, malheureusement, la technique est ce qu'elle est. L'ordinateur que nous avions payé était Windows 8 et la machine devait répondre à un ordinateur de Windows 7. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'au départ, on avait du mal à détecter la panne. Bon, avec l'aide des techniciens de la compagnie où nous avions payé la machine,
nous avions été conseillés d'enlever notre ordinateur et ça nous a pris un peu de temps. Et Dieu merci, cela je crois qu'il fallait, nous avions passé à peu près quelques mois avant de commencer à enrôler les membres, disons, les membres de l'UNI. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, je vous le dis avec insistance, depuis un certain temps, l'enrôlement a été arrêté. Il faut le dire, l'enrôlement a été arrêté. La machine n'était plus dans les mains du bureau sortant. Et lorsque la CEI a pris la machine, il a été décidé que nous devions arrêter l'enrôlement. Donc, avec tous ces petits problèmes, nous n'avons pas pu atteindre, n'est-ce pas, le nombre qu'il fallait, mais nous sommes fiers de vous dire aujourd'hui qu'un travail énorme a été fait. Oui, mais à cet effet, les gens vous reprochent donc de ne pas certainement faciliter l'obtention donc de la carte de membres par ceux qui ne pensaient pas comme vous, qui n'ont pas certainement voté pour vous. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? D'ailleurs, le candidat malheureux, M. Ismaël Cissé, nous dit qu'il n'a pas pu donc avoir sa carte de membre, et à ce niveau, il a été très critique. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Je crois que à ce niveau, d'abord, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté de s'inscrire à l'UNI. Et nous avions mis en place un système qui nous permettait d'aller vers les associations. Les associations qui ont bien voulu nous accepter ont enregistré leurs membres. Mais ceux qui ont fait de la rétention ne peuvent pas nous dire aujourd'hui ou que nous n'avions pas voulu les faire enregistrer. Nous, je crois qu'il est de l'intérêt du bureau d'enrôler le maximum de personnes. Donc, la machine était mobile. À chaque fois qu'une association nous demande, nous allons vers cette association. Et à des mois donnés, lorsque nous faisons les manifestations à l'échelle nationale ou à des manifestations qui puissent regrouper le maximum d'Ivoiriens, la machine était toujours sur place. Donc moi je pense que $20 pour 2 ans, chacun de nous a la capacité et les moyens financiers, n'est-ce pas, de se faire enrôler. Si on a la volonté, bien sûr. Alors, donc vous êtes en train de nous dire que M. Cissé n'avait pas eu cette volonté, qu'il aurait fait de la rétention, si je comprends bien votre point? Ah oui, je le dis avec insistance. M. Cissé n'a pas eu la volonté de prendre la carte des membres. Il n'a pas eu la volonté de prendre la carte des membres. Et pour moi, je pense bien que il a montré son désintérêt à l'égard de la carte. Parce que quand on se réfère au statut et règlement intérieur dont lui-même il est auteur, il fallait obligatoirement être possesseur d'une carte de membre pour être considéré comme membre de l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, mais après votre élection, vous avez promis certainement donc de travailler en symbiose avec M. Cissé. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez fait l'effort nécessaire pour amener M. Cissé à travailler avec vous? Oui, je crois que M. Cissé a reconnu lors du débat que j'ai tenté à plusieurs reprises de l'approcher afin qu'on travaille ensemble. Il a dit lors du débat, vous pouvez voir la cassette. Et il m'a dit que c'était un processus. Moi, j'ai 2 ans de mandat. Combien de temps est-ce que je vais prendre pour convaincre quelqu'un même qui s'est engagé corps et âme pour que cette union ait lieu? Disons que pour que cette union, n'est-ce pas, puisse servir les Ivoiriens. Je pense que la première personne même qui devait prendre la carte, ça devait être M. Cissé. Mais malheureusement, la volonté lui a manqué. La volonté lui a manqué, selon vous. Alors, revenons un peu à une situation, on peut le dire, qu'est-ce que selon vous, donc les principaux problèmes et questions de New York aujourd'hui, et comment le programme du candidat, j'allais dire Karamoko, pourra certainement les aborder? Vous avez été président, vous avez promis de faire certaines choses. Au jour d'aujourd'hui, quels sont réellement donc les problèmes que vous rencontrez sur le terrain et votre programme pour un deuxième mandat éventuellement?
Bon, comme vous le savez, je venais de dire exactement ce que nous avions fait à 1 an, 6 mois. Bon, le temps n'était pas suffisant. Je vous ai précisé que mon programme était en 3 points, moyen, court terme, moyen terme et long terme. Le court terme et le moyen terme, en 1 an, 6 mois, beaucoup a été fait. Maintenant, en long terme, nous n'avons pas pu terminer notre programme, mais voilà pourquoi nous demandons aujourd'hui à la communauté ivoirienne, qui nous fait confiance d'ailleurs par rapport au travail qui a été fait, afin que nous briguons un second mandat pour terminer le travail qui nous a été confié. Donc à ce niveau, comme je l'ai dit, au niveau de la cohésion sociale, nous avions fait un effort. Aujourd'hui, toute la communauté ivoirienne reconnaît qu'il y a une union des Ivoiriens et le bureau a mené un travail efficace, ce qui suscite aujourd'hui l'engouement. Il y a un engouement réel à travers les médias, la volonté des uns et des autres à adhérer à cette union aujourd'hui, parce que le bureau sortant a fait un travail efficace. Si le travail que nous avions fait était un travail inapproprié, personne, je vous dis aujourd'hui, personne ne serait intéressé à cette élection que nous organisons aujourd'hui. Donc l'intérêt est là, les Ivoiriens sont intéressés et l'engouement est là. Donc nous aussi, au niveau du bureau sortant, nous voulons profiter et pour demander aux Ivoiriens de nous faire confiance afin que le programme que nous avions mis en place atteigne, n'est-ce pas, l'objectif que nous nous sommes fixés. Si je comprends, c'est le premier programme que vous allez certainement parachever, vous allez terminer avec votre deuxième mandat, si je comprends bien. Oui, le deuxième mandat, oui, bien sûr, parce que nous rentrons maintenant dans la troisième phase, c'est-à-dire le long terme. Le long terme, parce qu'en long terme, il fallait, parce que beaucoup a été fait, beaucoup devait être fait. Donc, l'essentiel, c'est que nous avons convaincu les Ivoiriens par le travail qui a été fait. Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens nous font confiance. Nous avons mené le bateau à bon port parce que l'expectation qui a été faite a été atteinte parce qu'aujourd'hui, l'UNI, partout où vous allez, que ce soit dans les associations ivoiriennes, que ce soit dans les associations africaines, aujourd'hui, l'UNI est incontournable à New York. Donc, ce qui est déjà un pas très important. Un pas très important, vous avez promis aussi donc de respecter donc les statuts et règlements intérieurs donc de votre parti et qui dit que l'UNI est une association apolitique. Mais la question que nous nous posons, comment l'UNI peut être apolitique quand vous recevez toujours donc des lettres qui viennent donc des politiciens? Et à cet effet, je crois que vous avez reçu plusieurs fois des lettres venant donc des politiciens. Le temps est venu certainement pour nous faire un peu le point. Bon, je crois que l'UNI a été est apolitique, effectivement, comme les textes le disent, et nous avons conduit l'UNI en association apolitique. La politique s'est impliquée dans les actions de l'UNI lorsque certaines personnes ont écrit à Abidjan en dénonçant que le président Fofana veut coûte que coûte s'accrocher au pouvoir. Et donc, une lettre a été adressée à son Excellence. Lorsque son Excellence est arrivé à New York, il a lu la lettre. Bon, de façon intelligente, nous avions demandé à son Excellence, M. D, quels sont les auteurs de cette lettre. Mais malheureusement, les auteurs n'ont pas été cités. Et c'est depuis ce jour que la politique, n'est-ce pas, s'est glissée dans nos actions. Et je le regrette, mais Dieu merci, aujourd'hui, avec l'aide du consulte, le statut et règlement est appliqué. Oui, par rapport au deuxième volet de la question, comment on peut maintenir encore, si vous voulez, ce caractère politique si vous recevez donc des fonds donc des politiciens? Oui, bon, je crois que ce caractère apolitique peut être maintenu si nous travaillons dans l'esprit du statut et règlement intérieur. C'est à ce prix que la politique peut être mise. À ce jour d'aujourd'hui. Et là,
nous allons insister, et si je suis élu, je ferai tout pour que toutes les actions soient centrées sur le statut et règlement intérieur. À ce jour d'aujourd'hui, combien vous avez reçu de politiciens et qu'avez-vous fait au moins des fonds reçus? Bon, personnellement, ce problème revient. Bon, je crois qu'en 2013, nous avions rencontré le président Alassane Ouattara dans son hôtel où il voulait s'adresser aux leaders de la communauté aux États-Unis. Et ce jour, si vous me permettez, je voudrais citer les personnes qui étaient dans la salle. Il y avait moi-même, président de l'Union des Ivoiriens. Il y avait l'imam Konaté qui représentait la religion musulmane. Il y avait un pasteur qui est venu de Washington qui représentait les catholiques. Il y avait le représentant de Atlanta. Il y avait le représentant des femmes. Il y avait la représentante des ONG dans la salle. Et à ce jour, le président de la République a donné $1 000. Et les $10 000 qu'il a donnés, il a dit ceci: votre transport, c'est votre transport. Et dès que nous sommes descendus, j'ai remis les $10 000 au pasteur qui est arrivé de Washington. Il a partagé, chacun de nous a eu $1 000. Et je crois que M. Fatouré, qui était de la délégation, malheureusement n'a pas eu la chance de monter. Il a reçu ses $1 000. Et nous avions donné de l'argent, je crois $1 000 partagés entre Washington et Philadelphia, les représentants de Washington, le représentant de Philadelphie. Et nous, au niveau de l'UNI, ce que nous avions décidé, mis la moitié de cette somme dans les caisses de l'UNI. Et aujourd'hui, je suis un peu peiné quand on dit que j'ai reçu $1 000 et que j'ai utilisé à des fins. Au contraire, on ne veut pas, mais je ne peux pas accepter d'être sali. Parce que ceux qui ont bouffé les $50 000, certainement, veulent me coller cette étiquette. Non. L'argent que j'ai reçu personnellement, nous avions déposé sur le compte de l'UNI. Ensuite, nous avions reçu $5 000 de la part du Premier ministre, M. Dinkan. Les $5 000, voilà ce qui s'est passé. Il faut que je vous le dise clairement. Il y a des frères qui étaient parmi nous ce jour, qui ont effectué le déplacement avec nous à Washington. Ils devaient travailler. Malheureusement, nous avions pris du retard. Donc, ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu aller au travail. Donc, pour les soulager, on a décidé qu'on leur donne $100 et le reste a été versé dans la caisse de l'UNI. Donc, pour moi, tout l'argent que j'ai reçu, ce sont ces deux. L'argent du Premier ministre et l'argent du Président de la République. Tout est parti dans le compte de l'Union des Ivoiriens de New York. Et la troisième fois, oui, le dernier montant que nous avions reçu, encore du Premier ministre, et ce jour-là, l'argent a été partagé par l'ambassadeur Daouda lui-même, et chacun a eu $150. Même ceux qui prônent aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais parler du candidat potentiel, qui crie sur les antennes que je reçois beaucoup d'argent et que j'ai reçu beaucoup d'argent de Washington, il était le premier à signer qu'il a reçu les $150. Donc, je n'ai empoché aucun rond d'un politicien. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai mis au service de l'Union des Ivoiriens de New York. Voilà, pour nous récapituler, donc jusqu'à ce jour, vous, personnellement, M. Fofana, vous avez reçu $6 150 et voilà, si je comprends bien, donc des autorités, c'est bien ça. Bien ça, oui. Voilà, bien ça. Alors, revenons, dans votre programme, vous aviez dit que vous devez donc avoir un volet qui allait vous permettre seulement donc de faire rentrer donc des fonds au niveau donc de l'association. Après des années, quel bilan vous faites? Est-ce que vous avez réussi certainement à remplir réellement les caisses de l'État, à part un peu l'argent donc des politiciens? Bon, vous saviez que l'UNI a caractère social, et comme je vous l'ai dit,
les membres du bureau ont dépensé beaucoup d'argent parce qu'il y a eu beaucoup de décès dans notre communauté et lui nous faisait face. Disons, la communauté nous regardait. Donc, juste pour répondre à l'appel de nos frères et sœurs, nous, quand on va aux funérailles ou à un baptême, on était obligé de donner quelque chose au nom de l'UNI. Donc, aujourd'hui, les membres du bureau ont fait un travail formidable à ce niveau. Et donc, nous avions changé de stratégie pour le deuxième mandat. Pour le deuxième mandat, nous avions pris un exemple très simple. Si nous avons 1000 adhérents et qu'on disait à ces 1000 adhérents de payer $70 par an, ce qui allait nous faire $70,000 par an. Et je crois qu'avec les $70,000 par an, nous avions décidé que si un malheur, c'est-à-dire un membre, arrivait à décéder, l'UNI allait prendre la responsabilité du funérail, c'est-à-dire du transfert du corps de l'hôpital au cimetière ou de l'hôpital à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce qui est déjà un pas important. Et comme nous avions en vue d'avoir une maison des Ivoiriens, si le nombre augmente, déjà avec 1000 personnes, nous avons $70,000. Imaginez que si nous avons 2000 personnes, ça fait $140,000. $140,000 avec dans une banque, mais je crois que quel que soit le projet que vous allez proposer, vous aurez l'aide de la banque. Donc nous allons encourager nos frères et nos sœurs à soutenir cette action pour qu'au moins les Ivoiriens aient une maison à New York. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que l'UNI, comme représentatrice, donc TIF, j'allais dire, une association TIF, j'allais dire, donc de la communauté donc des Ivoiriens à New York, puisque nous avons dit tout à l'heure le ratio, c'est à peu près 0,1% sur 11 000 personnes. Et aussi on vous reproche de ne pas mettre les services de l'UNI à la disposition de la population, étant donné que vous n'avez pas un numéro de téléphone où on peut vous joindre, et aussi un siège. Que répondez-vous? Nous avons un numéro de téléphone parce que, d'abord, les membres déjà constituent des contacts. Et aujourd'hui, presque tous ceux qui sont intéressés à l'UNI ont au moins le numéro de contact d'un des membres du bureau. Ça, c'est un. Deux, l'UNI a eu un objectif, c'est-à-dire s'approprier un siège. L'UNI venait juste d'être créée et ce n'est pas dans l'immédiat que nous allons avoir un siège. D'autant plus que nous avions déjà une dette de $2,500 sur le dos. Il fallait d'abord avoir de la crédibilité auprès de ceux qui ont engagé ces dépenses, donner aux Ivoiriens une vision claire et nette de nos gestions, ce qui a été fait. On a pu avoir un compte aujourd'hui, un compte uni, c'est déjà important. Les soirées que nous organisons, logiquement, je pense que c'était encore des moyens pour se faire un peu d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? D'autres trouvent que l'entrée est chère, il fallait faire des entrées gratuites. Bon, finalement, ces soirées sont faites pour approcher les Ivoiriens, mais du point de vue financier, l'argent ne rentre pas. Mais au contraire, ça nous fait dépenser. Donc, comme nous avons un souci de regrouper les Ivoiriens, d'amener les Ivoiriens à se retrouver, donc là-bas, nous trouvons une satisfaction. Mais comme je l'ai dit, le prochain mandat, les techniques que nous allons utiliser, certainement, les techniques là nous permettront d'avoir le maximum d'Ivoiriens autour de l'UNI. Nous avons décidé de la création d'un conseil des présidents des associations, ce qui implique et des ONG, bien sûr, ce qui implique déjà toutes les associations ivoiriennes, n'est-ce pas, et tous les ONG ivoiriennes dans l'organigramme de l'UNI. Ensuite, nous allons créer un conseil des religieux. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes religions, le christianisme et l'islam. Donc, quand ces deux entités religieuses seront engagées à informer les fidèles
qu'il nous faut obligatoirement un siège pour l'intérêt des Ivoiriens que nous sommes, je pense bien que $20 sur 2 ans, personne, je dis bien, aucun Ivoirien ne peut vous dire qu'il n'est pas capable de payer $20 pour avoir un siège pour que au moins les Ivoiriens se retrouvent autour de cette maison. Alors, votre mandat devait être donc de 2 années, hein, et nous savons maintenant, on va maintenant à 2 années, 2 années et demie. Hein. Pourquoi vous n'avez pas pu organiser les élections au mois de mai? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne vais pas porter des gants à ce niveau. Je crois que le groupe du candidat malheureux n'a pas voulu faciliter la tâche parce que nous sommes dans une organisation, dans une union qui est régie par des règles. Mais quand on vient fouler au pied les règles, ça ne peut qu'entraîner des problèmes inutiles. Donc, je crois que c'est cette mauvaise foi qui nous a entraînés jusqu'en hiver. Sinon, logiquement, les élections devaient être organisées depuis juillet. Quand on vient nous dire qu'il faut aller aux élections sans les cas des membres, c'est un problème. Quand on vient nous dire qu'il faut aller aux élections sans fonds, c'est un problème. Quand on vient nous dire qu'il faut aller aux élections avec une liste électorale présidentielle de New York, c'est un problème. Donc, nous avons insisté qu'il fallait qu'on s'en tienne au statut et règlement intérieur, mais cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Ce qui a entraîné les Ivoiriens de jouer, c'est-à-dire de la période d'été qui était propice aux élections jusqu'en hiver où nous sommes aujourd'hui. Et voilà pourquoi je dis et je le répète, je voudrais dire merci au consulte qui s'est attaché au statut et règlement intérieur que nous nous sommes imposés. Voilà qui est assez clair. Alors, M. Fofana, avant de passer donc au deuxième volet donc, de notre débat de ce soir, hein, vous avez au moins 4 minutes pour vous adresser donc à la diaspora africaine, aux Ivoiriens, hein, aux New-Yorkais qui nous écoutent maintenant. Pourquoi il doit vous donner donc un second mandat? Vous avez 4 minutes. D'accord. D'abord, je voudrais dire merci à votre radio, merci aux Ivoiriens qui m'écoutent. Je suis le candidat de tous les Ivoiriens, sans distinction, hommes, femmes et enfants. Je peux parler de la jeunesse. Aujourd'hui, nous demandons un mandat, un second mandat pour terminer le travail qui a été entrepris, notamment la création d'une radio communautaire au service des associations, aider nos parents pour le rapatriement des corps, la création d'un conseil de présidents d'associations ONG, la création d'un site internet, la création, la mise en place d'un mois de rencontres communautaires ou d'un trimestre de rencontres communautaires. Aujourd'hui, nous demandons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de nous faire confiance, nous donner un mandat pour achever le travail qui a été entrepris. Et en fin de mots, j'ai un message pour les Ivoiriens, Ivoiriennes, Ivoiriens. La cohésion sociale passe par la réconciliation de soi-même, ainsi que la réconciliation avec les uns et les autres. La réconciliation implique des changements dans les attitudes, les aspirations, les émotions et les sentiments. La réconciliation ne peut être dictée, elle ne peut être improvisée. La réconciliation prend du temps et le rythme ne peut être forcé. La réconciliation vraie est l'idée et l'idéal de tout univers. Pardonnons-nous le passé, vivons dans le présent, donnons-nous la main pour le futur. Nous sommes le présent de cette pensée. Unis les Ivoiriens, nous le ferons. Nous travaillons bien pour le bien-être de la communauté. Et nous vous demandons, au soir du 30 novembre, femmes, hommes, jeunes, venez au Foti pour le président Fofana Karamoko, pour l'intérêt de la communauté ivoirienne. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Karamoko. Nous passons donc au deuxième volet donc, des questions. On prend la toute première question qui vient de Mme Fatou sur Internet. Après, je vais aller depuis de M. Mathieu Babré et puis le pasteur Nda, qui dit on vous accuse d'avoir donc boycotté ou bien saboté un peu donc les manifestations. En fait, j'allais dire la venue donc du président Alassane Dramane Ouattara parce qu'on vous aurait refusé le discours. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Je ne réponds pas à une négation. Je ne réponds pas à une négation parce que le président de la République est la plus haute autorité de la Côte d'Ivoire et par conséquent, nous lui devons respect et considération. Voyez-vous, ce problème est simple. D'abord, l'arrivée du président a été annoncée, je crois, au maximum 4 à 5 jours. Nous avions mis le maximum, nous avions formé des comités, et moi, personnellement, j'étais le président du comité de rédaction du discours. Lorsque nous avions fini le discours, nous avions acquis des droits pour apprécier et nous donner des conseils d'usage. Cela a été fait. Et à la dernière minute, j'ai dit bien à la dernière minute, les éléments étaient prévus pour le jeudi. Son Excellence Daouda a convoqué une réunion aux environs de 18 heures. Et nous étions tous présents. L'Excellence a dit ceci. Le président de la République dit que New York le prend en otage. À chaque fois qu'il vient, c'est New York qui fait le discours. Donc cette fois-ci, le président veut qu'une femme fasse le discours. Il y a eu des discussions et il fallait que je donne ma position. Je dis au président, j'ai dit à son Excellence ceci. Excellence, ce changement des dernières minutes peut causer des problèmes. Mais si ça va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Voilà. Et malheureusement, ça a pris une autre allure. Et c'est Fofana qu'on accuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis aligné sur la décision de l'ambassadeur. S'il veut qu'une femme lise le discours, il n'y a pas de problème. La femme a lu le discours. Mais quelles ont été les conséquences? Le discours. On dit, M. Fofana, que la même nuit, il y avait donc des tests messages qu'on avait lancés pour. Oui, dire... c'était des médisances, M. Jacques Roger. Moi, je pense que ceux qui ont dit que Fofana a lancé les textes messages, et en pareille situation, on n'efface pas ce genre de texte message. Mais personne, je dis bien personne, n'a pu montrer un texte message émanant de M. Fofana. Mais pourquoi est-ce que Fofana Karamoko va boycotter la rencontre du président de la République avec la communauté ivoirienne? Une communauté pour laquelle je me bats. C'est contradictoire. 2. Vous aviez fait le discours. Malheureusement, New York ne s'est pas senti dans ce discours. Par la faute de qui? Je ne sais pas. Il y avait d'autres personnes qui ont créé le problème, mais pas Fofana. Quand on dit que le consulte avait décidé que c'est M. Fofana qui devait lire le discours. Pourquoi? 1. Il est le président des Ivoiriens de New York. 2. Il est le président du comité des discours. J'ai été écarté. Malheureusement, il a été dit qu'à New York, il n'y a pas d'intellectuels. Il n'y a que des chauffeurs de taxi, des mécaniciens et des tresseuses. Sans chercher à comprendre quel est le background de certains Ivoiriens, sans chercher à comprendre que dans le bureau de l'UNI, il y a des docteurs, il y a des professeurs, mais ils sont allés prendre quelqu'un à l'extérieur pour venir lire le discours, et le discours a coûté combien à la communauté? Le discours a coûté $500. Regrette. Et ce qui m'écoeure, vous savez que quand les autorités viennent ici, ils louent le service des car services, c'est-à-dire les taxis, les compagnies de taxis. Et aujourd'hui, nous avons une compagnie de car de service Ivoire qui fait la fierté des Ivoiriens. Il était mis dans les doléances que le président de la République devait donner instruction pour que, désormais, les responsables ivoiriens qui viennent à New York
ait le service de Ivoire Car Service. Pourquoi? Parce que, nos autorités, quand ils viennent, ils seront conduits par les fils de la Côte d'Ivoire et le contrat qu'ils auront leur permettra certainement d'améliorer, n'est-ce pas, les voitures, bien les cars qu'ils ont pour leur service. Mais malheureusement, cette partie a été enlevée dans le discours. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, si l'arrivée du président a été boycottée, je pense que la solution c'est ailleurs, ce n'est pas Fofana Karamoko. Voilà, merci M. Fofana Karamoko. Si nous avons le temps, nous reviendrons encore avec les questions que nous avons donc des auditeurs et puis des auditrices. Hein. Alors, nous ouvrons donc avec notre frère donc, du panel, avec Mathieu Boisbré. Mathieu, vous êtes en ligne. Merci Jacques Roger. Je dis bonsoir à mon très cher frère et ami Karamoko. Voilà, Karamoko que je salue donc ce soir pour ce second mandat qu'il est en train de briser. Alors, je vais revenir sur quelques points qui m'intriguent un peu. Tout à l'heure, il a parlé, pour terminer, du président qui aurait, enfin, de l'ambassadeur qui aurait dit que le président dit de choisir désormais des gens, enfin, de choisir quelqu'un qui n'est pas de New York. New York le prend en otage et autres. Bon, enfin, moi, je crois que très souvent, les associations, il faudrait que ces associations qui existent ici d'Ivoiriens parlent un langage, disons, franc avec les autorités. Pas le président de la République choisir quelqu'un, étant à Abidjan, choisir quelqu'un ici qui doit lui parler. Bon, enfin, ça c'est, excusez-moi le terme, je dis que c'est de la distraction. Monsieur l'ambassadeur ne peut pas dire ça, que le président Ouattara dit. Celui qui doit lui parler désormais, il faut que ce soit quelqu'un qui soit là. Pourquoi? Tu viens dans une ville, des gens qui te Mathieu, allons-y à la question parce qu'on n'a pas assez de temps, nous sommes limités. Allez-y à la question, les commentaires on fera après M. Fofana. Après l'émission, voilà. Donc je n'étais pas vraiment d'accord avec cela. Bon, voilà. Il a parlé tout à l'heure de réconciliation. Alors je voulais lui demander, la réconciliation est devenue pratiquement un fonds de commerce au niveau des Ivoiriens. Alors, quand vous parlez de réconciliation, moi, je veux savoir concrètement, qui ne se parle pas là-bas à New York? Qui ne se parle pas? Pour que chaque fois, quand on veut parler de programme, on parle de réconciliation. Quels sont ceux qui ne se parlent pas concrètement à New York? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de votre programme, que vous cherchez à un autre mandat pour terminer votre programme. Alors, je n'arrive toujours pas à comprendre cette façon de faire. C'est comment, quand vous allez aux élections, vous présentez un programme. C'est en fonction du temps de votre mandat que vous présentez le programme. Vous ne pouvez pas aller briguer un mandat de 2 ans et faire un programme de 10 ans pour que, à la fin de 2 ans, vous dites aux gens, non, mon programme là, je n'ai pas encore fini, donc donnez-moi encore 3 ans pour finir. Enfin, si vous n'êtes pas élu, ça veut dire que le programme que vous aviez présenté, c'était pas le programme de votre mandat, c'était un programme de mandat des autres. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Je voulais que le futur président m'explique cela. Et puis, il a parlé, je n'ai pas saisi encore très bien, je ne sais pas si c'est moi qui suis arrivé en retard, il a parlé de l'autre candidat qui n'était pas en règle. Alors, je ne sais pas, il n'est pas en règle et puis sa candidature a été retenue. Je veux bien savoir ce qui se passe exactement. Et puis, tout pour terminer, hein. Mathieu, je crois qu'on va terminer avec les 3 questions. Merci. Ok, d'accord. Allons-y. Merci, M. Boisbré. Et vous venez de me poser 3 bonnes questions. La première question, qui ne se parle pas à nier? C'est parler, pas le problème. Vous pouvez vous parler. Mais si la volonté n'est pas mise pour que ce que vous faites soit ensemble, se fasse de façon fraternelle, il y a problème. Vous pouvez vous parler, mais lorsque l'autre pose un acte, l'autre cherche à saboter. C'est qu'il y a problème. Voilà pourquoi nous parlons de réconciliation. La réconciliation, comme je l'ai dit, est une manière de nous amener l'un vers l'autre. C'est une manière de nous pardonner. Peut-être que je vous ai posé, je vous ai offensé sans le vouloir. Vous pouvez m'en vouloir alors que je ne sais pas que j'ai fait du mal à X. Mais si nous nous rapprochons et que vous me dites, M. Fofana, vraiment voici ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content de vous. Mais si réellement j'ai la volonté de me réconcilier avec vous, la moindre des choses,
c'est de demander pardon. Nul n'est infaillible. Donc aujourd'hui, nous avons fait ce travail. À un moment donné, lors de la profonde crise en Côte d'Ivoire, certaines personnes étaient au décès d'un de ses frères ivoiriens. Mais nous avions dit qu'à ce niveau, il faut qu'on se pardonne. Mais aujourd'hui, avec la mise en place de l'UNI, les musulmans vont assister à des veillées funèbres dans les églises. Les chrétiens viennent à la mosquée pour prier sur des corps, même s'ils ne prient pas, mais au moins ils sont dans la mosquée avec nous. C'est ce que nous recherchons. Une association X fait quelque chose aujourd'hui, elle appelle une association Y ou Z, ces associations à l'association X, pour lui donner le goût de la fraternité, le goût, et l'encourager à ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que nous recherchons. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple. Le village Pété a organisé une soirée dansante, mais c'était beau à voir. Ils ont donné la parole à toute la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, toute la Côte d'Ivoire était réunie. Qui pouvait penser à ça il y a quelques années de cela? Il faut qu'on se tende la main, il faut qu'on apprenne à se pardonner. C'est ce que nous recherchons. Quand un Ivoirien a des problèmes avec les autorités américaines, on ne dit pas que c'est un Ivoirien du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. On dit tout simplement que c'est un Ivoirien. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les Ivoiriens aujourd'hui soient comme un être humain. Lorsque la tête est malade, tout le corps le ressent. Lorsque une dent est malade, tout le corps le ressent. C'est ce que nous voulons. Quand un Ivoirien a des problèmes, nous voulons que tout le monde se mobilise. C'est ça la réconciliation. Maintenant, pourquoi nous avons présenté un programme, et sachant bien que nous ne pourrons pas terminer le programme, vous savez, monsieur P, j'ai fait du management. Quand on fait un programme, on le fait, et surtout en pareilles circonstances, il faut présenter un programme qui est faisable dans le temps. Nous avions promis nous avons un programme sur 2 ans. Et j'ai dit dans mon introduction que nous avons passé 6 mois, je dis bien 6 mois, pour qu'il y ait un bureau consensuel. Et 6 mois moins 2 ans, combien de temps vous avez? Et dans mon programme, je vous ai dit que mon programme était en 3 temps. Moyen terme, court terme, moyen terme et long terme. Nous avons fait le court terme, nous avons fait le moyen terme et le long terme nous amène vers la fin du mandat. Donc, nous ne sommes pas en retard par rapport au programme que nous avons présenté aux Ivoiriens. Si vous regardez le programme de mon frère Ismaël Cissé, sur 9 points, je dis bien sur 9 points, l'UNI a fait 7. Ce qui est important. Si le frère Ismaël participait aux réunions de l'UNI, il n'allait pas vous présenter le programme qu'il vous présente. Vous comprenez? Et quand vous dites... quand vous me dites que Ismaël n'est pas en règle, effectivement, Ismaël n'est pas en règle vis-à-vis de l'UNI. Ismaël n'est pas membre des Ivoiriens de New York. Mais, pour un souci d'union, pour un souci de mettre les Ivoiriens ensemble, avec l'apport, disons, avec l'approche de l'ambassadeur, nous avions accepté que, vraiment, ils viennent aux élections. Mais c'est une enfreinte, c'est une atteinte au statut de règlement intérieur, comme je le dis. Mais c'est des trucs qui ne seront plus jamais tolérés. Celui qui n'est pas membre ne pourra même pas assister à une réunion, à plus forte raison, une assemblée générale, et de sur quoi de se présenter comme président. Jamais, ça ne se fera plus. Voilà. Voilà, jamais ça ne se fera plus. Hein. Monsieur Mathieu Boisbré, vous allez avoir la possibilité d'aller aux commentaires tout à l'heure. Hein. Nous sommes limités par le temps. Alors, on va aller directement du côté donc, du pasteur Nda. Pasteur, allez-y, et puis le docteur Bamba. Pasteur Nda, allez-y. Merci. Et bonsoir à vos invités. Et merci, nous saluons M. Karamoko Yayoro. Je crois que c'est cela.
Fofana. Vous avez dit... Karamoko Fofana, pas Yayoro. Ah bon, Karamoko Fofana. Je m'excuse alors. Donc, M. Karamoko, vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'assez important. Vous avez dit que c'est l'ambassadeur qui a décidé de changer, si j'ai bien compris. Je peux me tromper, donc vous allez me corriger, qui a changé le programme à la dernière minute et qui n'a pas voulu que le discours soit lu par New York, c'est cela? Yeah. Oui. Parce que ce que vous dites est tout à fait différent justement de ce qu'on avait appris. On avait pensé effectivement, on avait cru que c'était le contraire. Donc nous comprenons en fait, ok, d'accord. Alors, mais dans tout votre programme, vous n'avez parlé que de funérailles, quand il y a des décès. Mais qu'en est-il de l'éducation? Qu'en est-il de l'éducation au niveau de New York? Oui, ok. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Toutes ces personnalités qui passent par New York, 50 000 dollars, etc. Mais l'éducation. Vous avez plein d'étudiants dans les universités qui ont des problèmes, n'est-ce pas? On a fait des émissions ici. Vous n'avez pas parlé. Alors, vraiment, je me pose des questions par rapport à cela. Est-ce que les associations n'ont que pour but seulement de parler d'enterrement et autres? Ma deuxième question que je vous demande, M. Yayoro, vous savez très bien que lorsque vous donnez 1000 francs... Oui, M. Karamoko, M. Karamoko, voilà. Je vais m'arrêter à M. Karamoko. Si vous donnez chaque jour 1000 francs à un enfant, vous ne lui rendez pas service. Il va falloir, à un moment, il va toujours dépendre de vous. Pourquoi ne pas lui apprendre à gagner ces 1000 francs-là? Est-ce que le but d'une association, c'est simplement mener les membres à être dépendants et la communauté à être dépendants de cette association? Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vous avez dit que vous allez assister, vous avez dit que vous allez assister, n'est-ce pas, les gens qui perdent un décès, par exemple. À supposer que vous ayez 50 personnes. 50 personnes qui décèdent, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. C'est ce que je lui ai dit. Voilà, donc... ok. Voilà. Merci, Passenda. Donc, le premier volet de votre question, je crois que j'ai déjà répondu. Le deuxième, vous parlez d'éducation. L'UNI a joué un rôle important dans l'éducation de nos enfants et de nos frères étudiants qui viennent de la Côte d'Ivoire. Nous avions pris attache avec Nima Coach. Nima Coach, c'est, disons, un système éducatif créé par des Ivoiriens pour enseigner nos enfants. Et aujourd'hui, Nima Coach a aidé des Ivoiriens à préparer le Didi. Il le continue. Nima Coach a aidé des Ivoiriens à leur montrer comment il faut transférer les crédits, comment on appelle, universitaires. Nima Coach est à la disposition des parents pour after-class. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas informé, cherchez à vous informer, et là, cela pourrait faciliter beaucoup de choses. Au niveau de l'éducation, un pas important a été fait. Au niveau des éducations, nous avons des professeurs, même aussi du bureau de l'UNI, sans compter l'aide que le Nima Coach apporte. Et nous, qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous donnons aussi des sages conseils à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas aller à l'université tant qu'on n'a pas la green card. Mais nous avons fait la démonstration. Vous n'avez pas besoin forcément de la green card pour aller dans une université. Il y a des moyens que vous pouvez utiliser, tels que le AMS, Academic Management Service, qui a expliqué ça lors du débat, et beaucoup l'ont apprécié. C'est des moyens qui vous permettent, c'est des services qui vous permettent de payer vos études et vous les rembourser par mensualité. Donc, j'ai donné mon exemple et beaucoup l'ont suivi. Aujourd'hui, il y a des frères qui ont eu des crédits à Abidjan et quand ils viennent dans les universités,
ils reprennent tout à zéro. Ce qui n'est pas normal. Ils ont déjà une base, ils ont déjà des crédits. Il faut les aider à transférer leurs crédits. Au moins, au lieu qu'ils passent 3 ans, 4 ans pour avoir un bachelor, il peut avoir 3 ans pour passer le bachelor, pour avoir son bachelor. Donc, tout est une question d'information. Voilà pourquoi nous incitons nos frères et sœurs à venir vers l'UNI. C'est non seulement un outil de rassemblement, mais qui est aussi un outil d'information. Donc, nous n'avons pas joué, nous n'avons pas donné sur les informations par rapport à l'éducation. Voilà. Merci, pasteur. Je sais peut-être que vous avez encore un follow-up, mais on reviendra un peu à ça tout à l'heure. Hein. Alors, je vais aller du côté donc de monsieur, le docteur Bamba. Allez-y, docteur, pour votre question. Bonne nuit, commandant Jacques Roger. Bonne nuit au président Karamogo Fofana. Et bonne nuit aux auditeurs et auditrices. J'ai 2 questions. La première est celle-ci. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il existe 5 langues afro-ivoiriennes de communication. Je veux faire référence aux langues principales. La première est le Dioula, ensuite le Baoulé, le Mauka, le Senfo et le Bété. Laquelle ou lesquelles de ces langues-là, n'est-ce pas, est parlée par M. Fofana Karamogo? Je parle le Dioula. D'abord, je voudrais dire merci au docteur Bamba pour cette question aussi intéressante. Je parle le Dioula, je parle le Maou. Voilà. Et la deuxième question, pourquoi, n'est-ce pas, le 30 novembre 2014, le président Karamogo Fofana arrivait à perdre ces élections? Est-ce qu'il pourrait accepter de travailler avec le président, le nouveau président, éventuellement, probablement? Merci. Et merci, docteur Bamba. Je suis un homme de parole. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Donc, travailler avec le président qui sera élu ne sera quelque chose faite. Parce que j'ai le souci de rendre notre communauté forte. Je serai prêt à travailler en plein temps avec le président élu. Sans démagogie, sans réticence, sans rétention. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci. Non, merci, docteur Bamba. Alors, il nous reste 10 petites minutes. Ce que nous allons faire, M. Karamoko, hein, nous allons prendre 4 questions. En principe, on voulait seulement que ce soit des questions convenables. Mais nous allons prendre 4 questions en même temps. Prenez des notes et puis vous allez répondre à ces 4 questions et puis votre mot de fin. Hein. Alors, je demande aux frères d'être très laconiques afin qu'on puisse prendre ces 4 questions. Hein. Aboulaye Kodji, pas de commentaires, allez-y rapidement pour une question. Rapide. Ok. M. Karamoko, j'ai entendu dire tout à l'heure que M. Fofana n'a pas fait candidat, il n'est pas membre de l'UFI, et en violation des statuts. Je l'entends difficilement, hein, M. Jacques. Alors, on vous entend difficilement, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Hein. Alors? Il y a beaucoup de bruit autour de vous, là. Bon, on reviendra à vous un peu plus tard. Hein. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, on ne vous entend pas du tout, là. Hein. Alors, on reviendra. Alors, prendre un frère qui nous appelle avec le cas de chiffre 3562. Allez-y rapidement. Alors, 347 35 62, le cas des chiffres. Bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous puis répondez à votre question. Votre question? Mohamed. Je voulais dire seulement que la lettre dont le président Karamogo parlait tantôt,
la lettre a été écrite par M. Chaka Konaté parce que il a l'une de ses copines qui fait partie du bureau d'Ismaël qui a embobiné l'ambassadeur. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, ok, d'accord. Ah bon, ça n'engage que M. Konaté. Il n'y a pas de problème, on reviendra. Ce n'est pas une question, mais une petite précision. Hein. On ira rapidement donc à la question donc de monsieur, je crois la priorité, ça sera donc des frais donc de New York. Hein. Serge Nema, allez-y rapidement pour votre question. Bonsoir, Président. Ok, ma question est par rapport à la violation des lois de la communauté. Et à vous entendre, on sait que vous et puis M. Ismaël, c'est pas la rose. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait une erreur de pouvoir violer les tests que vous-même vous êtes imposés, sachant que le président est déjà passé par là, donc je veux savoir si vous pensez que vous n'avez pas fait une erreur en acceptant Ismaël, sachant qu'il ne répond pas aux critères demandés par les lois de l'UNI. D'accord. Merci, M. Serge Nema. Alors, on prend donc notre frère qui nous appelle avec les cas des chiffres 4202 New York, 718 4202. Vous êtes en ligne. Alors, le frère de New York nous appelle avec les cas des chiffres 4102, j'allais dire, 4102 New York. 718, vous êtes en ligne. Voilà, alors je crois qu'il ne répond pas. Hein. On va aller donc rapidement prendre le pasteur. Avant de prendre le pasteur Aka, je vais prendre. Bon voilà, puisqu'on n'a pas assez de temps, on va gagner en temps. Pasteur Aka, allez-y pour votre question. Oui, bonsoir, Monsieur Jacques. Je voudrais juste poser une question à Monsieur Fofana, parce qu'en tant que président sortant, on sait que la plupart des tests de l'UFI disent que l'UFI est purement apolitique. Alors, comment ça se fait que l'ambassadeur peut influencer des tests que eux-mêmes ils se sont régis si vraiment ils veulent servir la communauté? Alors, comment est-ce qu'il peut se laisser influencer si l'association est apolitique? Qu'est-ce que l'ambassadeur vient faire encore dans cette affaire d'imposer un candidat? Merci beaucoup, Pasteur Aka. Monsieur Dougan Kwasi, allez-y pour votre question. Alors, non, je n'ai pas de question. C'était pour apporter des précisions en tant que porte-parole. Bon, mais je ne sais pas si c'est nécessaire pour le moment ou bien. Bon, ce n'est pas nécessaire. Après son passage, rapidement, vous pouvez certainement faire une précision tout à l'heure. Hein. Monsieur Dougan, on va aller rapidement poser votre question ou bien on prend une autre personne. Rapidement. Ok, merci beaucoup. Je dis bonsoir à M. Karamoko. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Karamoko dire que M. Ismaël n'est pas membre de l'UFI, il n'a pas sa carte. Donc, c'est pas l'UFI. Pardon, Uni, pour faire plaisir à la communauté ivoirienne et que l'ambassadeur a demandé à ce qu'on laisse M. Fofana se présenter. Et si aujourd'hui, M. Fofana, si un membre de l'UNI saisit la justice américaine, du moment où vous avez, je me dis que vous avez votre agrément ici, saisit la justice américaine pour vous chercher à vous destituer, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que ça, c'est la première question, rapidement, pour dire que, oui, rapidement, oui, allez-y. Ok, est-ce que quand vous regardez... Excusez-moi, par rapport à la justice, pas bien compris la question. Si quelqu'un saisit la justice pour vous destituer ou pour empêcher M. Fofana de se présenter parce qu'il n'est pas membre, est-ce que cela ne vous inquiète pas? Deuxièmement, lorsque vous accusez... Pardon? C'est M. Cissé, c'est M. Karamoko qui est là. L'autre, c'est M. Cissé. Ah, M. Cissé, pardon, M. Cissé. Vous avez dit tout à l'heure, je vais répondre à ma question rapidement. Vous avez dit tout à l'heure que M. Cissé n'est pas membre de l'UFI et de l'UNI et il n'a pas sa carte de membre. Et vous l'avez permis de se présenter en violation des statuts et règlements de l'intérieur de votre association. Du moment où vous êtes agréé, et si un membre de l'UNI saisit la justice, quelle va être la suite au niveau de l'association? Ça, c'est un, rapidement. Et puis, deuxièmement, quand vous regardez dans la glace, aujourd'hui, en violation des statuts et règlements intérieurs, est-ce que ça ne vous gêne pas par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Voilà, merci, mon président. On va prendre la dernière question. J'ai tellement de questions. Alors, nos frères qui nous appellent avec 4404, vous êtes en ligne. 646, vous êtes en ligne. Ok, bonsoir, monsieur, et bonsoir les éditeurs, bonsoir Jacques Roger. Toujours des répétitions, toujours sur l'accord de
Votre nom d'abord. Monsieur Touré Adama, s'il vous plaît. Touré Adama, allez-y. Ok. Donc, je reviens toujours sur la même question de l'UNI. Les tests ont été rédigés à la 127 avec la complicité avec l'accord du président Ismaël Cissé. Et durant tout ce temps, les deux mandats, il n'a pas eu la chance de prendre la carte. Comment se fait-il que le président sortant a osé accepter la candidature de quelqu'un qui n'a pas sa carte de membre? Nous, les jeunes, on voit ça. Comment demain il peut s'expliquer, qu'il nous explique ça vraiment en long et en large? C'est pas satisfaisant. Merci, monsieur Touré Adama. Rapidement, monsieur Sidibé, rapidement, qui était donc, voilà. Sidibé, allez-y rapidement pour votre question. Vous aurez la possibilité tout à l'heure. Je vous remercie, M. Jacques Roger. Moi, je voulais demander au président Karamoko, lors du débat, il avait signifié qu'il a entrepris un business en Afrique. Bon, s'il devenait président, est-ce à dire qu'il va laisser tomber le titre de son mandat et rejoindre son business, et qu'est-ce qu'il va décider concernant cela? Et les cas des membres, vraiment, est-ce qu'il pense que tous les membres de son bureau ont leur cas des membres? Merci. Voilà. Merci, M. Fofana. Il y a beaucoup de questions. Karamoko, j'allais dire, allez-y pour répondre à ces questions et pour votre mot de fin. Nous allons avoir quelques minutes de commentaires. Allez-y. Bon, je crois que la plupart de ces questions sont similaires par rapport à la carte de M. Ismaël Cissé. D'abord, je voudrais répondre au pasteur Aka, qui posait la question si l'UNI est réellement apolitique. Je crois que je l'ai dit et à plusieurs reprises, est apolitique. L'UNI est apolitique parce que les textes le soulignent, les actes que nous avions posés depuis que nous avions pris le pouvoir, nous avions posé toujours des actes apolitiques. C'est tout récemment que la politique s'est infiltrée dans nos actions, notamment la lettre qui a été adressée à Abidjan. Vous savez, les auteurs de cette lettre sont membres, d'autres même sont auteurs du statut et règlement intérieur. Aujourd'hui, nous avions senti que si nous ne faisions pas attention, tout le travail que nous avions entrepris serait à l'eau par la mauvaise foi de certains groupes, parce qu'il est facile d'intoxiquer. Nous, après concertation, je dis bien après concertation, il a été dit qu'aucun acte ne sera encore posé en dehors du statut et règlement intérieur. C'est vrai, nous avions permis à M. Ismaël, qui n'a jamais voulu prendre sa carte, d'être membre. Mais il n'est jamais tard. D'être candidat, vous voulez dire? Hein? Ismaël, le candidat, bien sûr. Non, voilà, vous avez dit d'être membre, c'est d'être candidat. D'être candidat, bien sûr, d'être candidat à la présidentielle. Il n'est pas tard de bien faire. Voilà. Donc, pour ne pas que la cassure soit totale et mettre à zéro tout le travail qui a été entrepris, cette concession a été faite. Mais il a été signé devant le consul, le premier responsable. Aucun politique ne doit s'impliquer dans la gestion de l'UNI. Tout ce que nous allons faire sera en fonction du texte, c'est-à-dire du statut et règlement intérieur. Bien. Quelqu'un me posait la question de savoir si il prenait face à la justice. Bon, je crois que ce serait un acte un peu trop fort, parce que l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est de créer une cohésion entre nous. Si, au lieu d'aller en justice, il serait mieux qu'on convoque une assemblée générale pour décider du sort du président. Et la question revient que cela nous rappelle un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que
faire référence à l'histoire de la Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se passe ici, je crois que c'est totalement différent. L'histoire de la Côte d'Ivoire était purement et simplement politique. Donc, je pense que c'est deux choses que nous ne pouvons pas comparer. Bon, quelqu'un a posé la question, M. Fofana disait qu'il a un business en Afrique, et si est-il prêt à partir en Afrique et laisser l'UNI? J'ai dit non. Le business existe, ça fait presque 8 mois, et Dieu merci, ça marche avec l'expérience déjà que nous avions eue sur le terrain. Et la personne aussi qui est au devant des affaires est une personne de confiance. Donc, je suis avec vous, je resterai avec vous. Venez me voter le 30 novembre pour que je continue le travail que vous m'avez confié. Voilà. Merci beaucoup, M. Karamoko. En une petite minute, ou bien 2 minutes, votre mot de fin. D'abord, je dis merci à Jacques Roger Chaud pour l'opportunité que vous m'offrez. Oui, vous savez, généralement, tout le monde nous remercie, mais une fois qu'il devient président, on nous néglige un tout petit peu. Non, pas du tout. nous allons faire ce que nous pouvons pour que cette radio soit éternisée et pour le service au service des Africains. Donc, je voudrais aussi également dire merci aux éditeurs. Et je voudrais lancer un appel à travers votre radio. Les élections que nous menons aujourd'hui est une élection apaisée. C'est une élection entre frères. D'abord, je prie qu'elle se passe très bien, qu'elle se passe dans les conditions normales. Je demande à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, hommes, femmes et jeunes, de me faire confiance comme au premier mandat pour que je puisse terminer le travail qui a été achevé. Afin que ce travail remarquable et engagé pour parvenir à impulser un réel changement au sein de la communauté ivoirienne à New York. Donc, la victoire de M. Fofana Karamoko le 30 novembre sera la victoire de toute la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons construire cette communauté. Ensemble, nous allons rendre notre communauté forte. Ensemble, nous allons partager nos peines, nos malheurs et nos bonheurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, le candidat Karamoko.